Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je sois encore en vie pour parler aujourd'hui. Survivre dans les rues de Tamaulipas entre 2009 et 2012 n'était pas un destin, mais un miracle. J'étais à peine un adolescent lorsque je me suis retrouvé aspiré dans la spirale infernale des États sous l'ombre glaciale d'Heriberto Lascano, El Lasca, l'homme qui transformait chaque souffle de cette terre en un champ de bataille. À Nuevo Laredo, la ville où j'ai grandi, tout semblait sous contrôle. Les voitures circulaient, les marchés s'ouvraient chaque matin, les enfants allaient à l'école comme partout ailleurs. Mais derrière cette façade ordinaire régnait une peur étouffante. Les États possédaient tous les rues, les commerces, les ponts internationaux et même l'air qu'on respirait. La moindre rumeur de désobéissance pouvait coûter une vie. On ne parlait pas, on chuchotait. On ne vivait pas, on survivait. Je n'avais que 17 ans quand tout a commencé. 17 ans, c'est l'âge où l'on devrait rêver d'avenir, de liberté d'amour, peut-être. Mais pour moi, c'était l'âge des radios clandestins, des regards furtifs, des ordres chuchotés au coin d'une rue. Les États recrutaient des jeunes comme moi, des garçons perdus dans la misère, et les transformaient en leurs yeux et leurs oreilles. Nous étions les halcones, les faucons qui surveillaient chaque carrefour, chaque convoi, chaque mouvement suspect. Au début, je croyais à un travail presque banal. Observer, signaler, rapporter, gagner quelques pesos par semaine, assez pour soulager un peu le poids de ma mère et de mes 2 sœurs. Mais rapidement, j'ai compris que chaque message transmis par ma voix devenait un ordre de mort. Chaque mot prononcé dans le micro d'un talkie-walkie scellait le sort d'un inconnu. Je me souviens encore de la première fois où j'ai senti le sang dans l'air. Une exécution en pleine rue brutale, sans détour. Je n'étais pas armé, je n'ai pas tiré. Mais mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, et ma bouche a rapporté. À partir de ce moment, je n'étais plus un simple adolescent, j'étais complice d'une machine de guerre. Aujourd'hui, en vous parlant, je ne cherche pas à me justifier. Je veux seulement que mon témoignage survive, parce que les États ne se contentaient pas de voler des territoires. Ils volaient l'âme de ceux qui les servaient. Et moi, à 17 ans, j'ai vendu la mienne pour 100 pesos par semaine. Ceci n'est pas une histoire d'héroïsme, c'est une confession. La confession d'un garçon transformé en ombre piégé par une organisation où l'on entrait facilement, mais dont on ne sortait jamais sans cicatrice. Je suis né dans une maison minuscule de Nuevo Laredo, une de ces bâtisses aux murs fissurés, où l'on entend chaque bruit de la rue et chaque soupir de ceux qui vivent à l'intérieur. Mon père est parti quand j'étais encore enfant, laissant derrière lui une famille brisée et une absence plus lourde que la pauvreté elle-même. Ma mère, usée par des années de ménage chez des étrangers, se levait avant l'aube et rentrait après la tombée de la nuit. Ses mains couvertes de crevasses racontaient mieux que des mots ce qu'était la survie. Nous étions 3 enfants, moi l'aîné et mes 2 sœurs. L'une à peine entrée au secondaire, l'autre encore trop petite pour comprendre pourquoi la table était parfois vide. Notre quotidien se résumait à compter les pièces de monnaie que ma mère rapportait à choisir entre acheter des tortillas ou payer la facture d'électricité. Chaque jour était une équation insoluble entre faim, fatigue et peur. Grandir dans ce vide, c'était apprendre à regarder autour de soi avec envie et rancune. Les voisins qui roulaient en camionnette neuve, les jeunes du quartier qui exhibaient des baskets importées, les hommes qui distribuaient des billets comme si l'argent poussait dans leurs poches. Nous savions d'où provenait ce luxe, mais dans notre monde, le luxe n'était pas un choix moral. C'était la promesse de ne plus voir sa mère s'effondrer en silence après une journée de travail harassante. À l'école, je faisais semblant de suivre les cours, mais ma tête était ailleurs. Comment apprendre les mathématiques quand on se demande si le dîner existera le soir même? Comment rêver d'un avenir quand autour de soi, les balles perdues traversent les nuits et que les sirènes annoncent un autre corps abandonné dans un fossé? L'innocence n'avait pas de place à Nuevo Laredo. Chaque enfant portait déjà la gravité d'un adulte. Chaque adolescent marchait avec la certitude
qu'un jour ou l'autre, quelqu'un frapperait à sa porte pour réclamer sa loyauté. Ce vide intérieur m'a façonné. Je voulais fuir, oui, mais fuir où le Mexique n'était pas un pays qui offrait des échappatoires faciles. Sans études, sans argent, je n'avais que 2 chemins à me casser le dos dans des petits boulots, sans avenir, ou céder à l'appel de ceux qui régnaient sur la ville. Et cet appel, je l'entendais chaque jour plus fort, comme une promesse empoisonnée. Je me souviens encore des soirs passés sur le trottoir avec mes amis à parler de foot et de musique, mais aussi à compter les voitures blindées qui passaient à toute vitesse, vitres noires, phares aveuglants. Nous savions qui était à l'intérieur et un silence respectueux s'installait toujours. Ce silence n'était pas de l'admiration, c'était un mélange de peur et de fascination. Car ces hommes, les États, incarnaient ce que nous n'avions pas pouvoir, argent, respect. À 17 ans, je n'avais pas d'avenir. J'avais seulement une mère à bout de force, 2 sœurs innocentes à protéger et une colère sourde contre un monde qui semblait avoir décidé que nous n'étions rien. Ce vide, ce manque, cette faim m'ont transformé en proie idéale. Et quand la camionnette noire s'est arrêtée devant moi ce mardi-là, j'étais déjà prêt sans le savoir. Prêt à vendre ma liberté pour quelques billets, prêt à trahir l'enfant que j'avais été. Parce que la vérité, c'est que les États n'ont pas volé mon enfance. Elle m'avait déjà été arrachée par la pauvreté, l'absence et le désespoir. Eux n'ont fait que ramasser les morceaux d'un garçon brisé pour en faire un pion dans leur empire de sang. C'était un mardi après-midi, comme tant d'autres chauds poussiéreux, et je me trouvais devant la grille de l'école de ma petite sœur. Je l'attendais l'air fatigué, quand une camionnette noire s'est arrêtée brusquement à quelques mètres de moi. Le grondement du moteur résonnait dans mon ventre comme un avertissement. 2 hommes en sont descendus. Le premier maigre portait sur le visage des cicatrices qui semblaient raconter une guerre invisible. Son regard ne laissait aucune place à la pitié. Le second, plus jeune, à peine 20 ans, peut-être avait des yeux froids glacés, comme si la vie avait éteint en lui toute trace d'humanité. Le maigre s'est approché le premier. « Oral Moro, comment tu t'appelles » Sa voix était sèche, tranchante, impossible à ignorer. Mon instinct me hurlait de courir, mais mes jambes restaient ancrées dans le trottoir. Dans ces instants, on comprend vite. Quand on est accosté de cette manière, il n'y a que 2 issues possibles. Soit on disparaît, soit on accepte de servir. Je leur ai donné mon prénom, la gorge serrée, essayant de masquer la peur qui me consumait. Le plus jeune a alors pris la parole. « Écoute, carnalito, on a besoin de gars qui connaissent la ville, les rues, les quartiers. Tu veux gagner de l'argent facile ?» Je n'avais jamais tenu autant de billets entre mes mains que ce qu'il me promettait pour 1 semaine de travail. 100 pesos, puis des primes pour chaque information utile. Ce n'était pas une offre, c'était un piège habillé de promesses. Tu n'auras rien à faire de mal, juste observer, rapporter. Si tu vois des soldats, tu appelles. Si tu vois des fédéraux, tu signales. C'est simple. Et nous, on prend soin de toi. Leur discours avait un ton rassurant, presque paternel. Mais dans le sourire du plus jeune, j'ai perçu quelque chose d'inquiétant, une ironie cruelle, comme s'il savait déjà que je venais de franchir une ligne invisible. J'ai hésité, mais l'image de ma mère, épuisée, de mes sœurs au ventre vide, m'a cloué la bouche. Comment refuser de l'argent qui tombait du ciel alors que nous n'avions rien? J'ai hoché la tête. Le maigre a souri un sourire qui gelait le sang plus qu'il ne rassurait. « Bien, Moro, demain tu commences. » Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec une sensation étrange, mélange de soulagement et de terreur. J'avais l'impression d'avoir décroché un emploi qui pouvait enfin sortir ma famille de la misère. Mais au fond de moi, une voix murmurait que j'avais ouvert la porte d'une prison dont on ne sortait pas vivant. Le lendemain, ils m'ont remis un petit talkie-walkie, un appareil banal, mais qui pesait plus lourd que n'importe quelle arme. Avec lui, j'étais relié à la machine invisible qui contrôlait chaque recoin de la ville. Ils m'ont expliqué les codes verde pour les militaires, blanco
pour la fédérale, Azul pour la police d'État, Rojo pour les ennemis. Des mots simples, mais qui pouvaient déclencher une tempête de feu et de sang. Ma première mission était ridicule, en apparence rester planté à l'entrée sud de la ville comme un étudiant attendant son bus et signaler chaque mouvement suspect. Mais je savais déjà que je n'étais plus un étudiant. J'étais devenu un halcon, un faucon, un pion précieux sur l'échiquier des États. Ce premier contact avec l'ombre avait changé ma vie. Je n'étais plus un adolescent sans avenir. J'étais désormais lié à une organisation qui ne connaissait ni pardon ni sortie. Les États m'avaient tendu la main, mais en la saisissant, j'avais signé un pacte silencieux avec la mort. Quelques semaines après mes premiers rapports de routine, le maigre au visage balafré est revenu me chercher. Cette fois, il ne s'agissait plus de m'apprendre les codes radio, ni de m'assigner un carrefour. « Le patron veut vous voir », a-t-il simplement dit. Son ton ne laissait aucune place au doute, ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. On m'a conduit dans une camionnette aux vitres teintées, en compagnie de 5 autres garçons à peine plus âgés que moi. Personne n'a parlé durant le trajet. Le silence pesait comme une pierre dans nos gorges. Nous savions tous que ce moment déciderait de notre vie ou de notre mort. La route s'est enfoncée hors de la ville vers des collines arides jusqu'à un ranch isolé entouré de pick-up blindés et d'hommes lourdement armés. À l'entrée, 2 sicarios ont fouillé nos poches. Aucun téléphone, aucune arme, juste nos corps tremblants. On nous a alignés sous un grand arbre, le soleil brûlant sur nos nuques. 1 heure d'attente interminable sous les regards glacés de sentinelles qui, d'un simple geste, auraient pu mettre fin à nos existences. Puis enfin, une suburban noire est arrivée plus luxueuse que les autres. Les conversations se sont tues, les gardes se sont redressés. De la portière est descendu un homme grand, solide, moustachu. Jeans, chemise blanche, simple, bottes de cuir. Rien d'ostentatoire. Mais son regard, ce regard noir et pénétrant, avait la froideur d'un jugement final. Heriberto Lascano, El Lasca. Il s'est avancé lentement, nous détaillant un par un comme s'il cherchait la moindre faille. Quand ses yeux ont croisé les miens, j'ai senti ma poitrine se contracter. C'était comme si tout mon être était mis à nu devant lui, comme si une simple hésitation suffisait pour qu'il ordonne ma disparition. Après de longues secondes, il a parlé d'une voix calme, mais autoritaire. « Bienvenue dans la famille. Ici, on ne joue pas. Ici, on travaille. On obéit. On prouve sa valeur. » Un de ses lieutenants, qu'on appelait « El Commandante », a ensuite pris la parole pour énoncer les règles. Des règles simples, brutales, loyauté absolue, silence total, discipline militaire. Une faute, et ce n'était pas seulement le fautif qui payait toute sa famille disparaissait. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse répétée, avec une froideur qui glaçait le sang. Puis, Lascano a repris la parole. « Les halcones sont nos yeux. Sans vous, nous sommes aveugles. Mais si l'un de vous nous trahit, il n'aura pas le temps de supplier. » Il n'y avait ni colère ni passion dans sa voix. Seulement la certitude implacable d'un chef qui savait que la peur était plus forte que l'argent. On nous a divisés en groupes. Mon secteur, le centre de Nuevo Laredo. Notre supérieur direct était un certain Choui vétéran, qui avait gravi les échelons, en commençant lui aussi comme halcon. Il nous a montré les rues, les points de surveillance, les gestes pour dissimuler nos radios. Vous êtes des étudiants, des vendeurs ambulants, n'importe quoi sauf des faucons. Personne ne doit deviner qui vous êtes. Bois. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je savais que quelque chose s'était brisé en moi. J'étais passé de simple recrue de rue à membre officiel d'une organisation qui traitait la vie humaine comme une monnaie d'échange. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. À 17 ans, j'étais entré dans la famille Zeta, une famille qui n'offrait ni tendresse ni pardon, seulement la peur, le sang et le silence.
Au début, mes tâches semblaient presque anodines. Je me tenais à un carrefour, une bouteille de soda à la main, le regard fixé sur les allées et venues. Dans mon sac à dos, un talkie-walkie caché, relié à une oreillette discrète. Je prononçais des phrases courtes codées. « Aguila 1, tout est calme ». La voix grave qui me répondait me glaçait à chaque fois. « Copier, reste vigilant ». Je n'étais qu'un pion, mais un pion essentiel. Les premiers jours, rien de spectaculaire. Les camions passaient, les militaires patrouillaient parfois, et je transmettais des rapports mécaniques. J'avais presque l'impression de jouer un rôle dans une pièce de théâtre absurde. Mais l'illusion s'est brisée très vite. Une après-midi, on m'a envoyé surveiller une maison discrète dans le quartier Benito Juárez. On m'avait dit seulement « Reste en position, observe, rapporte ». Le soleil déclinait quand 3 camionnettes sont arrivées à toute vitesse. Une dizaine d'hommes armés en sont sortis. Ils ont traîné dehors un homme ligoté, le visage tuméfié. Je n'oublierai jamais ses yeux écarquillés de terreur, implorant une pitié qui n'existait pas. Ce qui s'est passé ensuite, je n'arrive toujours pas à en parler sans que ma gorge se serre. Les yeux par les cris, les coups, puis le silence brutal. Je n'avais pas tiré, je n'avais pas levé la main, mais j'avais vu. Et voir, c'était déjà participer. Quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, je tremblais encore. Ma mère m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai menti comme je l'ai toujours fait. Mais au fond de moi, je savais, j'étais complice. Les missions se sont multipliées. On m'a placé sur le pont international, puis dans les quartiers proches du marché central. Mon rôle était toujours le même, guetter, signaler, rester invisible. Mais chaque rapport que je donnais pouvait déclencher une embuscade, un affrontement, une exécution. Petit à petit, la peur s'est transformée en routine. Ce qui m'avait d'abord choqué devint banal. Et c'est peut-être ça le pire, la normalisation du sang. Puis vint le jour où je dus assister impuissant à ma première véritable bataille rangée. C'était en 2010, en plein centre de Nuevo Laredo. J'ai signalé l'arrivée d'un convoi ennemi, 8 camionnettes du Golfo armées jusqu'aux dents. En moins de 10 minutes, la place est devenue un champ de guerre. Les rafales claquaient comme des orages. Les passants hurlaient, cherchaient un refuge, les vitrines éclataient en pluie de verre. Moi, j'étais tapi derrière un kiosque de journaux, le talkie serré contre ma bouche, répétant les codes, comptant les véhicules, décrivant chaque mouvement. Quand le calme est revenu, 18 corps gisaient dans les rues. Parmi eux, 2 garçons de mon âge tombés pour un drapeau qui n'était pas le leur. Leurs yeux ouverts fixèrent le ciel, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser « ça aurait pu être moi ». Cette nuit-là, El Chuy, notre coordinateur, nous a réunis dans une maison de sécurité. Il nous a parlé sans détour. Les choses ne feront qu'empirer. Le patron est furieux. On doit montrer qu'on contrôle cette ville. Son ton était sec militaire. Pour lui, la guerre était une équation. Pour moi, c'était une descente aux enfers. Je n'étais plus le gamin affamé qui rêvait d'aider sa mère. J'étais devenu un rouage d'une machine de mort. Chaque mission, chaque rapport, chaque silence me liait un peu plus aux États. J'avais franchi le point de non-retour. En 2011, j'avais 18 ans et j'étais déjà considéré comme un halcon fiable. Dans la hiérarchie invisible des États, cela voulait dire que je savais me taire, que je n'avais jamais failli à un rapport et que j'avais prouvé ma capacité à rester debout, même quand le sang coulait à mes pieds. Mon supérieur direct El Chuy me traitait désormais avec une forme de respect mêlé de méfiance. « Toi, Moreau, tu tiens bon. C'est pour ça que je te garde près de moi », m'avait-il lancé un soir. Ces mots n'étaient pas un compliment. C'était une chaîne supplémentaire à mon cou. À mesure que la guerre contre le cartel du Golfo s'intensifiait, mes missions prenaient une ampleur plus sombre. On ne me demandait plus seulement de signaler les convois ennemis ou les patrouilles militaires. On m'envoyait sur les routes les plus exposées, les ponts, où l'on savait que les balles siffleraient les ranchos, où les cris allaient résonner dans la nuit. Je me souviens particulièrement d'une matinée de mars,
On m'avait posté sur la carretera qui menait vers Colombia dans l'état voisin de Nuevo León. La rumeur parlait d'une embuscade imminente. J'étais installé dans une station-service abandonnée, le talkie dans une main, les yeux fixés sur l'horizon. Vers 11 heures, un convoi de 12 camionnettes blindées est arrivé chargé de sicarios armés jusqu'aux dents. Mais ce n'est pas cela qui m'a glacé le sang. 3 véhicules civils suivaient derrière eux. Des familles. Des hommes, des femmes. Un enfant d'à peine 10 ans. On les a fait descendre à quelques mètres de moi. J'ai voulu détourner le regard, mais ma mission était de rapporter. Alors j'ai prononcé d'une voix tremblante, « Base ici, Aguila 3. Nos unités sont arrivées, avec des paquets spéciaux. » Ma... 3 mots anodins pour décrire ce que je savais être une exécution de masse. Pendant 3 heures, j'ai entendu les coups de feu, les cris, puis le silence. 22 personnes gisaient mortes avant que le soleil ne se couche. Je suis resté figé, incapable de bouger, avant de vomir derrière un mur de béton. À partir de là, tout a changé. Je n'étais plus seulement un adolescent armé d'une radio. On m'a confié une caméra numérique. Mon rôle était de documenter, photographier les cadavres, filmer les messages sanglants, laissés sur les ponts, rapporter des preuves pour les chefs. J'ai capturé des images qui ne quitteront jamais ma mémoire, des corps pendus, des têtes dans des glacières, des phrases écrites en lettres de sang. Chaque cliché était un ordre exécuté, chaque photo un témoignage de la barbarie que je servais. Un soir, on m'a envoyé couvrir un avertissement sur le pont international. 3 hommes pendus, le message clair, voilà ce qui arrive aux traîtres. Quand j'ai pointé l'objectif sur le visage du 3e corps, j'ai senti mon cœur s'arrêter. C'était Raoul, un ami d'enfance, mon compagnon de jeu, quand nous n'étions encore que des gamins dans les rues poussiéreuses du quartier. Ses yeux vides me fixaient à travers l'objectif. J'ai pris la photo, les larmes brouillant ma vue. J'ai appuyé sur le déclencheur comme un automate. À cet instant, j'ai compris que je n'étais plus un observateur, mais un complice actif d'un système qui dévorait jusqu'à mes propres souvenirs. Et pourtant, je suis resté. Parce que dans l'univers des États, il n'y avait pas de sortie. Partir, c'était signer son arrêt de mort. Rester, c'était s'enfoncer plus profondément dans l'abîme. Alors, j'ai choisi la survie, jour après jour, mission après mission. J'ai enchaîné les rapports, les photos, les mensonges. Et chaque nuit, en m'allongeant sur mon lit, j'entendais encore les échos des cris étouffés et des rafales de mitrailleuses. Je croyais avoir tout vu, mais l'organisation préparait une opération qui allait dépasser tout ce que j'avais connu jusque-là. Une mission directement ordonnée par El Lasca lui-même. La vie au sein des États n'avait rien d'une aventure héroïque. C'était une mécanique froide, huilée par la peur, alimentée par le sang. Chaque jour, je me réveillais avec la même certitude. Si je faiblissais, je disparaîtrais. Et avec moi, ma mère, mes sœurs, toute ma famille. La règle était claire, loyauté absolue, silence total, obéissance immédiate. La moindre hésitation se payait au prix fort. Les réunions avec El Chui se faisaient dans des maisons de sécurité toujours différentes, des pièces sombres, sans fenêtres, où la fumée de cigarettes et l'odeur du sang séché semblaient incrustées dans les murs. Il nous parlait comme un sergent à ses soldats. Pas de question, pas d'erreur. Vous êtes les yeux du patron, et les yeux, ça ne cligne jamais. Et essayez... Chaque phrase était un rappel brutal que nous n'étions pas des hommes libres, mais des instruments. La peur servait de ciment. Elle circulait dans nos veines plus sûrement que l'adrénaline. J'avais vu ce qui arrivait aux traîtres, des corps abandonnés dans des fossés, des familles entières, effacées de la carte en une nuit. Cette menace permanente nous tenait enchaînés plus solidement qu'aucune prison. Pourtant, il y avait aussi l'autre visage, celui des banquets improvisés, des soirées noyées d'alcool et de musique, où les chefs exhibaient leur puissance. Les tables croulaient sous les bouteilles,
Les femmes étaient là pour être consommées comme des trophées, et les rires masquaient à peine la tension sous-jacente. Nous étions invités parfois, nous les halcones, comme pour nous rappeler que nous faisions partie de cette famille. Mais au fond, nous savions tous que nous n'étions que des pions. On nous nourrissait de miettes de luxe pour mieux nous maintenir sous contrôle. Les relations entre nous étaient faites de contradictions. Une fraternité étrange nous liait, nous partagions la même peur, le même enfer, et parfois nous rions ensemble pour oublier que nous pouvions mourir le lendemain. Mais derrière chaque poignée de main, il y avait aussi la suspicion, qui pouvait parler de trop, qui pouvait basculer du côté des fédéraux. Les regards se jaugeaient, se pesaient. La méfiance était partout, et cette paranoïa constante nous rongeait de l'intérieur. Je me souviens d'un jeune halcone, Miguel, qui avait été recruté quelques mois après moi. Il avait mon âge, le sourire facile. Un soir, il n'est pas venu à la réunion. Le lendemain, on a retrouvé son corps dans un terrain vague, criblé de balles, avec un carton attaché autour du cou, pour avoir parlé. Mais elle n'était pas... Nous savions tous que c'était faux, mais ce mensonge n'était pas destiné à nous convaincre, seulement à nous terrifier. Et ça marchait. À force de vivre dans cette atmosphère, je me suis senti devenir autre. Je ne rêvais plus. Je n'avais plus d'envie personnelle, plus de futur. J'étais un halcon, rien d'autre. Un adolescent de 18 ans, réduit à un rôle de vigie, consumé par la peur et anesthésié par la violence. La machine de mort ne se contentait pas de tuer ceux qu'elle visait. Elle nous dévorait nous aussi, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des ombres. Et pourtant, derrière cette mécanique infernale, quelque chose de plus grand se préparait. Une opération dont nous avions seulement entendu des murmures. Une mission qui porterait la signature directe d'Heriberto Lascano. Un plan qui allait redéfinir ce que signifiait vraiment être au service des États. C'était une nuit de septembre 2011, quand El Chuy nous a convoqués dans une maison de sécurité différente des autres. L'atmosphère y était lourde, électrique, comme si chaque respiration annonçait un orage. Autour de la table, nous étions 6 halcones vétérans, ceux qui avaient prouvé leur endurance et leur silence. Sur le mur, une carte grossière de Tamaulipas, des cercles rouges dessinés autour de Reynosa. El Chuy nous a regardés un à un avant de parler. Les ordres viennent directement du patron. El Lasca veut cette opération. Pas seulement un coup, pas seulement un message. Nous allons éradiquer une cellule entière du Golfo. Ces mots avaient le poids du destin. Pour la première fois, je comprenais que je n'étais plus un simple guetteur. J'allais devenir l'un des engrenages d'un massacre planifié avec une précision militaire. Ma mission semblait simple, m'infiltrer discrètement à Reynosa, observer les cibles, noter leurs habitudes, les maisons, les voitures, les écoles de leurs enfants. Pendant 2 semaines, j'ai vécu comme un fantôme. Je suivais des hommes qui riaient au restaurant, des femmes qui faisaient leurs courses, des enfants qui jouaient au ballon dans les ruelles poussiéreuses. Je rapportais toute heure de départ, trajet, visage. Et chaque détail que je consignais était en réalité une condamnation à mort. Il y a une image qui me hante encore. Une petite fille, peut-être l'âge de ma sœur cadette, jouant dans la cour de sa maison. Elle m'a souri innocente, sans savoir que son père figurait sur la liste noire des États. Une autre fois, j'ai observé une mère chanter une berceuse à son bébé, ignorant que dans quelques jours, elle serait exécutée pour le seul crime d'avoir aimé un homme du mauvais côté. Ces instants m'ont fissuré de l'intérieur, mais je continuais ma tâche parce que dire non signifiait signer ma propre mort. L'opération a eu lieu un mardi à l'aube. Plus de 100 sicarios ont envahi Reynosa en convoi ordonné comme une armée. J'étais là, caméra en main, à documenter chaque scène. Les tirs ont commencé secs, méthodiques. En moins de 4 heures, 63 personnes ont été abattues. Des hommes, des femmes, des enfants. Le sang coulait dans les rues comme une rivière silencieuse. Je prenais des photos, je comptais les corps,
comme s'il s'agissait de marchandises. Mon objectif ne capturait pas seulement des images, il scellait le souvenir d'une abomination. Quand tout fut terminé, le silence s'est abattu sur la ville. Un silence lourd macabre, ponctué seulement par les pleurs lointains des survivants. Dans le camion qui me ramenait à Nuevo Laredo, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pendant 3 ans, je m'étais convaincu que je pouvais survivre sans réfléchir, que je pouvais fermer les yeux sur l'horreur. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose du dégoût. Pas seulement pour les États, pour moi-même. J'ai compris que j'étais allé trop loin, que j'avais franchi une frontière invisible. Je n'étais plus simplement un adolescent enrôlé malgré lui. J'étais devenu un complice actif d'un génocide silencieux. Et dans ce dégoût, une pensée a germé. Fragile, folle mais tenace, je devais partir. Quitter les États était une sentence de mort. Mais rester, c'était condamner définitivement mon âme. Reynosa avait été le point de non-retour. C'est ce massacre qui m'a convaincu qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, je devrais trouver la force de fuir. Après Reynosa, rien ne fut plus pareil. J'avais rempli ma mission, j'avais remis mes rapports, mes photos, mes preuves. Pour les chefs, j'étais devenu un atout précieux. Pour moi, j'étais devenu un mort-vivant. Chaque nuit, je voyais encore les visages de ces enfants abattus, les pleurs étouffés des mères, le sang qui tachait mes mains, même lorsque je les lavais jusqu'à la brûlure. Je savais que je devais partir, mais comment s'échapper d'une cage dont les barreaux étaient invisibles et omniprésents? Les États ne permettaient pas de désertion. On sortait de l'organisation seulement par la mort ou la disparition. Je gardais le silence. Je jouais mon rôle, mais dans ma tête, un plan commençait à prendre forme. En octobre 2011, j'avais économisé un peu d'argent assez pour espérer fuir avec ma mère et mes sœurs. J'avais même trouvé un prétexte, un cousin à Guadalajara, loin du front de Tamaulipas, prêt à nous accueillir. Je voulais attendre janvier quand la vigilance se relâcherait après les fêtes. Mais le destin m'a rattrapé. Un soir de décembre, El Chuy m'a convoqué en urgence. Dans la pièce, il y avait des visages inconnus des commandants venus directement de la hiérarchie supérieure. Ils m'ont appelé par mon nom de code « Aguila 3, tu as une mission spéciale ». Je me suis raidi. Le chef a expliqué qu'un traître se cachait parmi les halcones. Quelqu'un transmettait des informations aux fédéraux. Tu connais ton secteur. Tu as accès à tous les gars. Tu vas les observer, les surveiller, trouver le rat. Oh, et mon sang s'est glacé. Si j'acceptais, je devenais le bourreau de mes propres camarades, peut-être innocents. Si je refusais, j'étais immédiatement suspect. Alors j'ai souri, j'ai acquiescé. J'ai dit « Claro, commandante, comptez sur moi. » Mais à l'intérieur, je savais mon temps était écoulé. Le 23 décembre, veille de Noël, j'ai mis mon plan en marche. J'ai dit à Chuy que je passais les fêtes avec ma famille, mais que je resterais disponible à la radio. C'était une couverture crédible. Les halcones avaient parfois des permissions pour ne pas attirer l'attention. À l'aube, ma mère et mes sœurs étaient prêtes. 2 petites valises, des larmes silencieuses et le cœur battant à rompre. Nous avons pris un bus en direction de Mexico, puis un autre pour Guadalajara. Chaque kilomètre était un pari sur la vie. Je m'attendais à voir surgir des camionnettes noires à chaque arrêt. Mais rien. Les premiers jours à Guadalajara furent un enfer de paranoïa. Nous vivions dans une chambre d'hôtel bon marché, changeant d'itinéraire chaque fois que nous sortions, craignant que chaque regard croisé ne soit un guetteur. Puis peu à peu le silence. Aucun appel. Aucun signe de poursuite. Comme si par miracle, j'avais réussi à disparaître. En mars 2012, la nouvelle est tombée. El Chuy avait été capturé lors d'un grand opérativo. Certains de mes anciens compagnons furent exécutés accusés de trahison. J'ai su que mon absence n'avait pas été oubliée. J'étais désormais marqué à vie.
En octobre de la même année, une autre annonce a secoué le pays. Heriberto Lazcano El Lasca avait été tué par la Marina. Le patron, le fantôme qui avait terrorisé tout un État, était tombé. Je pensais ressentir de la joie de la libération. Mais ce que j'ai ressenti, c'était un vide. Comme si un chapitre s'était clos, mais que les pages restaient couvertes de sang indélébile. Je n'étais pas libre. J'étais un fugitif de mon propre passé. Ma chute n'a pas été une explosion spectaculaire, ni une capture filmée par les médias. Elle a été silencieuse intérieure. J'ai perdu mon innocence, ma patrie, mes amis, et une partie de mon âme. Je n'étais plus un halcone, mais je n'étais pas non plus un homme libre. J'étais une ombre condamnée à errer loin de Tamaulipas, portant à jamais les cicatrices de ce que j'avais vu et fait. Plus de 10 ans ont passé depuis ma fuite de Tamaulipas. J'ai changé de ville, de métier, de visage presque. J'ai construit une vie nouvelle, fragile mais honnête. J'ai trouvé un travail sur les chantiers, j'ai rencontré une femme, j'ai eu des enfants. À l'extérieur, je suis devenu un homme ordinaire, mais à l'intérieur, je porte encore chaque nuit le poids de mes fantômes. Les cauchemars ne m'ont jamais quitté. Je me réveille en sursaut trempé de sueur, persuadé d'entendre encore les codes radio, les cris des victimes, les rafales qui déchirent l'air. Dans la rue, quand une camionnette noire passe trop près, mes muscles se tendent malgré moi. Mon corps n'a jamais cessé de croire que les États allaient surgir, car on n'échappe pas vraiment à une organisation comme celle-là. On survit en silence dans l'ombre, en priant que la mémoire de ceux qu'on a servis finisse par s'effacer. Pendant des années, j'ai gardé mon histoire enfermée, mais les secrets finissent toujours par ronger de l'intérieur. J'ai consulté un psychologue, appris que j'étais atteint de stress post-traumatique sévère. Les séances étaient comme des tortures volontaires, revivre ce que j'avais essayé d'oublier, mettre des mots sur l'indicible. Mais peu à peu j'ai compris que le seul chemin vers la guérison passait par l'acceptation. Accepter que j'avais été un pion, un complice, un témoin de l'horreur. Accepter que mon silence avait nourri la machine de mort. Je ne cherche pas à être pardonné. Comment pardonner à quelqu'un qui a laissé exécuter des innocents, qui a photographié des cadavres au lieu de les pleurer? Non. Le pardon, je ne l'attends pas des autres. Le seul que je peux espérer, c'est celui que je tente de me donner jour après jour en vivant différemment, en élevant mes enfants dans la vérité partielle, mais avec l'amour entier, en travaillant honnêtement, même si la sueur et la fatigue me brisent le dos. Aujourd'hui, si je parle, ce n'est pas pour me justifier, c'est pour avertir. Parce que là où j'ai grandi, des milliers de garçons comme moi continuent d'être piégés. On leur promet de l'argent facile, on leur vend l'illusion du pouvoir. Mais derrière cette façade, il n'y a que la peur, les cicatrices et la mort. Le crime organisé ne donne rien, il prend tout. L'innocence, la famille, l'âme. Je veux que mon témoignage serve de preuve, qu'il reste une trace de ce que fut Tamaulipas sous le règne d'Heriberto Lazcano, que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas, parce qu'au fond ce n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire d'une génération volée, sacrifiée aux appétits d'hommes qui se croyaient immortels. Et s'il y a une vérité que j'ai apprise, c'est celle-ci, les figures visibles, les chefs médiatisés, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Derrière chaque patron qu'on abat un autre, se lève invisible protégé, prêt à tirer les ficelles dans l'ombre. Je suis un survivant. Pas un héros, pas une victime pure, mais un témoin. Je vis chaque jour avec mes erreurs et mes souvenirs, mais aussi avec l'espoir que mes mots puissent sauver au moins une vie détournée, un seul adolescent, de ce chemin empoisonné. Parce qu'au bout du compte, après toutes ces années, après tout ce sang et ces cauchemars, il ne reste qu'une conclusion à tirer. Les véritables patrons sont toujours invisibles.